À la une de l'actualité, journée de réflexion sur le rapport de l'évaluation de l'environnement intégré du Mali. Bamako abrite la rencontre des spécialistes de la protection de la faune et de la flore et les gouverneurs de région. La rencontre est pilotée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. En troisième région, la campagne agricole 2022 est promoteuse. Plusieurs facteurs justifient cette bonne nouvelle. Vous verrez l'état végétatif avec nos correspondants sur place. Offensive contre l'assemblement et le dérèglement climatique à Tombouctou. La lutte est menée par les services techniques de l'État en charge de la question et leurs partenaires. Déjà, les résultats sont perceptibles. Un mot de sport aussi dans ce 20h avec le championnat national de basketball qui reprend ses droits après 3 semaines de repos. Plus d'une demi-heure d'informations pour vous et en continu. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, en image, premier conseil des cabinets du Premier ministre par intérim. Colonel Abdoulaye Maïga c'était ce matin en présence de tous les ministres. Le chef du gouvernement intérimaire et son équipe ont examiné 2 dossiers, à savoir la communication écrite relative à l'organisation de la Semaine nationale de la réconciliation et les projets de texte relatifs à la création et au cadre organique des services régionaux et sub-régionaux de l'administration des biens de l'État. Le gouvernement a également fait le point d'exécution des recommandations de son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, relative aux perturbations des communications au centre et au nord du pays, entre autres. Voilà le premier conseil de cabinet du Premier ministre intérimaire. La phase de ratissage du dénombrement général de la population dans le cadre du 5e recensement général de la population est sur le point de s'achever. Avant la fin de cette opération, une équipe de l'Institut national de la statistique a été reçue ce matin au Conseil national de transition. Il s'agissait pour les visiteurs de procéder au dénombrement du ménage du colonel Malik Diao, président du CNT. Yaya Konaté. Dans la base de données du 5e recensement général de la population et de l'habitat figurent désormais des informations sur le ménage du colonel Malik Diao. Le président de l'organe législatif de la transition s'est en effet soumis ce mardi aux questions d'une équipe d'agents recenseurs conduite par le directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique. L'opération s'est très bien passée. Comme vous le savez, tout s'est fait dans la plus grande confidentialité. Donc ces informations me concernaient et concernaient tous les ménages. Le président du Conseil national de transition, qui figurait parmi les personnalités non recensées à cause d'un agenda très chargé, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette opération statistique. Comme vous le savez, le recensement est une opération de collecte des renseignements qui permet à l'État d'avoir des données fiables sur la population, l'habitat. Aujourd'hui, recevoir une équipe pour me faire recenser est un devoir de citoyenneté pour moi. L'Institut national de la statistique qui pilote ce 5e RGPH compte boucler la phase de ratissage du dénombrement général de la population dans les prochains jours. Nous avons pratiquement terminé avec les grands travaux. Nous sommes au niveau du ratissage. Vous savez que dans une telle opération, il y a toujours des poches. Et nous sommes en train de faire en sorte que tout le monde soit dénombré et puis qu'il n'y ait pas de double compte. C'est véritablement l'objectif principal que nous cherchons à travers cette opération. Il est à rappeler que le RGPH est une opération statistique majeure dont la finalité est de recueillir des données sociodémographiques fiables pour une meilleure planification du développement. Les premiers résultats de ce 5e RGPH sont attendus premier trimestre 2023. Parlons à présent de cette journée de réflexion sur le rapport de l'évaluation de l'environnement intégré du Mali. Bamako abrite la rencontre qui regroupe les spécialistes de la protection de la faune et de la flore et les gouverneurs de région. Une rencontre qui se tient sous la houlette du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Fadima Keita. La coupe abusive du bois, les pratiques d'utilisation non durable, les dégâts causés par l'extraction minière, la pollution des cours d'eau provenant notamment du secteur agricole, industriel et énergétique et de l'homme lui-même
le braconnage entraînant la disparition des grands mammifères, bref, l'état de nos ressources forestières est alarmant. C'est le constat fait par les experts nationaux et internationaux lors de leur série de consultations et missions dans les régions du Mali. Le rapport de l'évaluation environnementale intégrée réalisé en 2021-2022 met donc en évidence une dégradation croissante des terres, de la couverture végétale. La restitution et l'évaluation efficiente du dit rapport, document qui est la vision du département de tutelle à notre environnement, nécessite alors une analyse judicieuse et une solution à tous ces défis. Face à ces menaces multiples et diverses, nous sommes résolus à assumer nos responsabilités de manière déterminante. L'intégration de l'environnement dans la planification du développement est désormais un impératif national pour la survie de nos écosystèmes et nos populations. Les partenaires techniques et financiers attachent du prix aux recommandations formulées dans le document. Alors pour pallier ces défis, le Mali s'est fortement engagé déjà à lutter contre la dégradation de l'environnement et les effets des changements climatiques. Cet engagement est notamment inscrit dans le cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable 2019 et 2023, qu'on appelle le CRED. La présence des deux membres du gouvernement et des représentants de beaucoup de départements ministériels prouve que nous devrions tous protéger notre nature. Nous sommes tous interpellés, vous et nous, partenaires techniques et financiers, afin que notre environnement puisse survivre des aléas que nous rencontrons aujourd'hui. Avec un peu de civisme et d'engagement, de gestion rigoureuse de la faune et de la flore, il est possible de mettre en œuvre les priorités stratégiques formulées dans les recommandations, à savoir le renforcement de l'appui au développement institutionnel, le partage des informations et données environnementales, entre autres. Ce communiqué, sur invitation du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, prendra part du 29 août au 6 septembre 2022 à New York au 3e sommet des ministres en charge de la police. Il est accompagné pour la circonstance du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Souleymane Traoré. C'est parti pour la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS dans 9 régions du Mali. Lancé hier lundi à Ségou, ce projet de 6 ans concerne les grands axes de transhumance et de commercialisation du bétail. PRAPS 2 est le fruit de la coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Coût du projet, plus de 34 milliards de francs CFA. Fousseini Samake. Ils sont acteurs du pastoralisme et agropastoralisme, autorités régionales et représentants des services techniques venus des régions de Ségou, Sang, Sikasso, Bougouni, Koutchala, Djoila, Mopti, Bayangara et Douanza à prendre part au lancement du PRAPS 2 à Ségou. Cette deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel vise à améliorer la résilience des pasteurs et agropasteurs dans ces régions concernées. Pour un coût de 34 milliards 500 millions de francs CFA, ce programme touchera plus de 5 millions de bénéficiaires, dont au moins 30% des femmes à travers le Mali. Le PRAPS, ce sont des questions de santé animale, de contrôle de médicaments vétérinaires, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles, d'hydraulique pastorale, de culture fourragère, de commerce et d'accès au marché, d'inclusion sociale, de formation professionnelle, de gestion des crises. Ce partenariat entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale concerne les grands axes de transhumance et de commercialisation du bétail. Je voudrais ici réitérer au nom des autorités administratives de la zone du Delta central notre engagement à soutenir le projet pour le bonheur de l'ensemble des communautés. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à jouer pleinement votre partition pour l'atteinte des objectifs de cette deuxième phase en faisant preuve de beaucoup plus d'anticipation et d'innovation. Le PRAPS 2 d'une durée de 6 ans fait suite à la première phase exécutée entre 2016 et 2021. La commission en charge du développement rural du CNT vient d'entamer une mission de supervision dans certaines zones de production agricole. La région de Koutchala est la première étape de cette visite. Dans cette localité, la mission a rencontré les responsables de la CMDT et les acteurs du monde paysan. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Aboubakar Traoré.
À Koutchala, les membres de la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition veulent à travers cette mission toucher du doigt les difficultés auxquelles les paysans sont confrontés. Cette tribune a permis d'échanger avec les responsables de la CMDT, les organisations paysannes, les cotonculteurs, les fournisseurs d'intrants et les services techniques du monde rural dans le cadre de la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Occasion pour les organisations paysannes d'évoquer leurs difficultés et proposer des solutions de sortie de crise. Nous avons reçu cette délégation du CNT ce matin dans l'objectif de leur faire part des difficultés que nous avons reçues au cours de la campagne agricole. Le problème d'intrants. Nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas eu d'intrants à temps. Même si cet intrant que nous avons reçu n'a pas été, une fois, la qualité n'était pas là et la quantité aussi n'était pas là. Et la solution que nous avons proposée à cette délégation, c'est de demander à l'État, à ceux qui s'occupent de l'approvisionnement, de tout faire pour que les producteurs puissent recevoir leurs produits au moment où on ramasse le coton. La campagne agricole s'est présentement bien installée à Koutchala malgré un démarrage difficile lié aux conditions pluviométriques. La pluviométrie est presque normale et l'aspect végétatif des cultures est de nos jours très satisfaisant. Cependant, le grand problème qui perdure est le grand retard dans la mise en place des intrants agricoles. Au niveau de la filière nord-est Koutchala, j'avoue que la physionomie de la campagne, en tout cas, se présente très très bien. Les plans, en tout cas, évoluent normalement. Les champs sont bien entretenus, malgré qu'effectivement, il y a eu des difficultés de démarrage. Nous avons, en tout cas, l'enthousiasme des producteurs. Les producteurs étaient décidés, ils étaient vraiment décidés à produire mieux. Et l'encadrement aussi était là pour les soutenir, pour produire mieux et se maintenir au rang de l'année dernière. Effectivement, il y a eu des difficultés. La question d'engrais est intimement liée à la qualité des fournisseurs. Alors, autant les soucis de l'État de donner la chance à tous les Maliens, autant ceux qui ont donné ces marchés n'ont pas été vigilants par rapport à la compétence et à la capacité de ceux qui ont eu les marchés. Et le grave, c'est que beaucoup de compétences et de potentiels sont mis à l'écart par rapport à ces processus d'approvisionnement. C'est une question délicate. Et malheureusement, c'est ce qui a fait souffrir les paysans et c'est ce qui a mis en danger la campagne. L'autre problème, c'était la menace en ce qui concerne la pluviométrie. Nous avons eu toutes les assurances que vraiment la pluviométrie a été très bonne. Et quand nous passions ici l'année passée, le problème majeur, c'était la question de sécurité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes les interventions que nous avons écoutées n'ont pas posé le problème d'insécurité. Ça mérite d'être salué et ça mérite vraiment que nos femmes soient félicitées et les plus hautes autorités soient félicitées par rapport à cela. Malgré les difficultés, l'augmentation de la production est la résultante de l'utilisation à grande échelle des engrais d'amendement tels que le Fortinova et l'accès facile aux autres types d'intrants subventionnés. L'espoir demeure tout de même pour la réalisation d'une bonne campagne agricole 2022-2023. Auparavant, une visite de courtoisie avait été rendue aux autorités religieuses et coutumières de Miangala. Troisième région pour la campagne agricole 2022, l'espoir est également permis au regard de l'état végétatif des champs. C'est là malgré quelques difficultés au démarrage. Assurance donnée par les services techniques de l'État que l'ORTM Sikasso est allé rencontrer. Sekou Konaté et Amadou Dolo. Située au sud du Mali, la région de Sikasso est une zone d'agriculture par excellence. Ses sols et sa pluviométrie favorisent cette activité. Et les producteurs sont répartis entre plusieurs spéculations, de la céréale-culture à la coton-culture, en passant par les fruits et légumes. Pour la campagne agricole 2022, la tradition est toute respectée. La situation pluviométrique pour le moment est vraiment bonne dans l'ensemble. Actuellement, la quantité de pluie recueillie à Sikasso est de 887,3 mm, contre 891,7 mm l'année dernière. Cette année, il y a eu une très bonne répartition des pluies, donc dans les temps et dans l'espace. Face à cela, il y a eu des emblavures des cultures. Ce qui concerne le riz,
Les superficies emblavées sont dans l'ordre de 79 282 hectares. Ce qui concerne les cultures sèches, telles que le maïs, le mil sorgho et le fonio, qui sont les céréales de façon générale aussi, les relations sont de 544 272 hectares. Ces immenses superficies emblavées présentent un état physique assez appréciable. Cela malgré le retard constaté dans l'installation des pluies et des intrants. Vraiment, l'espoir est là pour le moment. Si quand même la pluviométrie continue à ce rythme où nous sommes, vraiment nous pouvons quand même s'attendre à une production. Par la grâce de Dieu, on peut quand même faire un petit ouf de soulagement en ce qui concerne la campagne agricole de cette année. En fait, on a eu un début un peu tumultueux en ce qui concerne la pluviométrie, et la pluie n'était pas tellement installée à convenance. Mais après encore, on a été confronté à l'appui du gouvernement qui est l'engrais subventionné, qui n'est pas aussi arrivé à temps. Bon, quoi qu'il en soit, après, on a vu que bon, ces retards ont été corrigés à suffisance. Parce qu'on a reçu une quantité d'engrais subventionnés. Ensuite, la pluie aussi a été au rendez-vous. Dans la zone cotonnière qui renferme Sikasso et Bougouni, où plus de 301 000 hectares de coton ont été emblavés sur 317 000 prévus, le constat est le même, malgré les menaces parasitaires. Je peux dire que la campagne de cette année, c'est une campagne atypique. Sur le plan pluviométrique, vraiment les pluies ont été régulières, du début jusqu'à maintenant. Donc vraiment, c'est une campagne sur le plan pluviométrique sans pareil, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas connu un bon démarrage comme ça, et du début jusqu'à maintenant, sans poche de sécheresse. L'aspect végétatif est bon dans l'ensemble, mais on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux parasites. Il y a un type de parasite qu'on appelle le Jacobiella, c'est un piqueur cicère, c'est un petit insecte qui est connu. Mais cette année, il y a eu une population de cet insecte au niveau des parcelles de coton. Quant au programme maïs, sorgho, petit mil, fourrage et soja, les prévisions ont été largement dépassées et l'espoir est permis. L'espoir est là parce qu'on va continuer à nous battre pour éliminer l'ennemi. La direction d'ailleurs a commandé spécialement d'Italie un produit qui est très efficace contre cet insecte. C'est même venu. Donc dès maintenant, on va mettre ça à la disposition des producteurs. Ce produit, normalement, doit pouvoir indiquer l'évolution de ces parasites-là. Le message que j'ai, quand il y a une situation particulière, il faut des mesures particulières. Donc il ne faut pas que les gens se fient au système de traitement classique pour dire que vraiment après le 35e jour, on fait chaque 14 jours un traitement. Non. L'IR nous a recommandé de faire un traitement tous les 7 jours, chaque semaine. Donc il faut que les producteurs respectent ça. Et avec les produits indiqués. Que les Maliens n'aient pas peur. Bon, notre souhait, nous en tant que producteurs, c'est de pouvoir produire, nous nourrir les autres Maliens et même pouvoir en commercialiser pour satisfaire nos besoins. Bon, peut-être il y a certains côtés qui ne seront pas totalement satisfaits, mais en tout cas les Maliens seront nourris. Reste donc à prier afin que le ciel soit au rendez-vous jusqu'à la fin du mois de septembre. Offensive contre l'ensablement et le dérèglement climatique à Tombouctou. La lutte est menée par les services techniques de l'État en charge de la question et leurs partenaires. Déjà, des efforts louables sont consentis sur le terrain. Yéya Tandina. Située à la porte du désert, la région de Tombouctou, de par son étendue, est étouffée par des dunes de sable, zone peu reboisée, moins d'arbres, donc pas de végétation. Et pourtant allongée par le fleuve Niger, et ce dernier est buté à l'ensablement. Face à la menace, plusieurs programmes et projets ont été mis en place par les autorités pour la régénération de la couverture végétale face au changement climatique. Et dans ce cadre-là, nous évoluons sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est l'axe de la sensibilisation, de l'information, de la communication pour le changement de comportement. Ensuite, nous intervenons dans un autre axe qui est dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie même des populations. Et ça se fait à travers les plantations
d'alignement, les plantations d'ombrage, effectivement, comme là où nous sommes tout de suite, les bosquets et les espaces verts au niveau des périmètres irrigués villageois, des haies vives au niveau des périmètres maraîchers et maintenant des plantations effectivement de protection des digues dans le cadre de la sécurisation effectivement de la production agricole. En appuyant maintenant au groupement maraîcher en haies vives et arbres fruitiers. Et aussi appuyer les producteurs des plants en intrants et équipements. Et aussi reboiser les espaces verts au niveau de Tombouctou. Face aux phénomènes liés à la mauvaise pratique des hommes et la pression qu'impose la nature, des stratégies ont été développées en matière de lutte contre la déforestation et l'avancée du désert. Pour la région de Tombouctou, dans le cadre de la production des plants, on avait programmé la production de 200 000 plants, toutes espèces confondues. Et aujourd'hui, on est à environ 125 000 plants, c'est-à-dire environ 62% de réalisation. Dans le cadre maintenant de l'augmentation de la couverture forestière, on avait programmé effectivement de planter 300 hectares et actuellement on est environ effectivement à 116 hectares. Donc à peu près 45% de réalisation. Dans ces 116 hectares, il y a bien sûr effectivement la fixation des dunes partie intégrante de ces réalisations-là. Le Pré-Dune effectivement est un programme de développement du delta intérieur du Niger, notamment dans le cadre des plantations sécurisées. Ils ont réalisé environ une cinquantaine d'hectares. Nous avons reboisé l'espace vert de Kavala. On avait planté plus de 1000 arbres et aussi nous avons appuyé deux groupements maraîchers au niveau de Korémé, des arbres fruitiers, des haies vives tout autour du périmètre maraîcher pour vraiment éviter et aussi amener le changement climatique. Par la voix de ces acteurs en charge de la protection de notre environnement, il est du devoir de chaque citoyen de contribuer à redorer notre région de sa végétation et surtout assurer sa protection. Direction Taoudéni, où le conseil communal de Al-Ourch vient d'être installé. Cette installation est très symbolique car elle marque le début du retour des réfugiés de la Mauritanie et du Burkina Faso. L'infrastructure qui accueille le conseil est financée par la coopération belge à travers la Direction nationale de l'État civil. Chirfi Moulay Aydra. Les populations de Taoudéni sont majoritairement des nomades. Cela ne favorise pas l'enregistrement à l'état civil. Aujourd'hui, nous sommes en journée de sensibilisation financée par le gouverneur de la région de Taoudéni pour permettre à tous les enfants de pouvoir jouir de leurs droits civils à travers le recensement de chacun d'eux, que chacun d'eux puisse être recensé dès leur naissance pour que chacun d'eux puisse avoir son acte de naissance. C'est pour changer cette situation que la présente journée de sensibilisation a été organisée dans la commune rurale d'Al-Ourch. Dans les échanges, deux problèmes ont été signalés. Au cours de cette journée, on a deux problèmes. De un, les registres que nous avons ne sont pas cotés pour pouvoir enregistrer les nouveau-nés. Et de deux, la majorité des enfants ont dépassé l'âge d'enregistrement. Profitons de votre présence pour lancer un appel pour toute la population de la commune rurale Al-Ourch, de n'a qu'à venir. Al-Ourch, Dieu merci, elle est en marche. Les registres disponibles ne sont pas adaptés à l'enregistrement de nouveau-nés. La plupart des enfants ont dépassé l'âge d'être enregistrés qui est d'un mois. Puis en République du Mali était ce matin au Parc national du Mali. Objectif, visiter le parc zoologique, mais également planter des arbres. L'activité qui est organisée par l'Office national des pupilles en République du Mali s'inscrit dans le cadre des activités de vacances, deuxième édition de la dite structure. Sorona Kamisogo. Chaque enfant a droit à la santé, à l'éducation et au bien-être. C'est en respect de ce principe de droit que depuis 2 ans, l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPUMA, organise des activités de vacances. Et la présence des enfants pupilles en République du Mali au Parc national de Bamako ce mardi s'inscrit dans ce cadre. Nous sommes en train de mener des activités de découverte et de loisirs. Nous sommes là pour visiter le parc zoologique, faire découvrir aux enfants les animaux qu'il y a dans le zoo. Dès qu'on va arriver au niveau du parc national, nous allons en tout cas accomplir notre devoir citoyen. Et cette année, nous l'avons mis sous la coupe de un pupille, un arbre. Nous avons 350 arbres à planter, notamment des arbres locaux.
Après la visite de découverte du parc zoologique, les enfants se sont rendus au flanc de la colline de Koulouba et dans la cour du parc national pour planter des arbres. Cette forêt, je pense qu'on est en pleine phase de restitution. Ça va beaucoup nous aider parce que vous voyez, on est sur une petite trouée, comme on le dit, une clairière. Donc si on met quelques pieds ici, ça c'est une action de régénération. Planter, ce n'est pas un problème, mais suivre l'arbre, c'est ça le problème. Ça, c'est de notre devoir. On est obligé de venir faire le désherbage, l'arrosage, l'élagage pour conduire l'arbre à échéance. Le parc a une vocation pour la botanique. Comme on le sait, c'est l'ex-arboretum. Donc le fait de recevoir ces plantes nous agrée beaucoup et on vous en remercie. Et nous espérons vraiment que les enfants prendront goût à venir au parc, déjà pour prendre soin des plantes qu'ils ont mis à l'intérieur du parc, mais aussi qu'ils vont découvrir d'autres plantes également. À titre de rappel, les pupilles de l'État sont des enfants dont les parents sont décédés en mission de l'État. Et les pupilles de la nation sont des enfants nés de parents inconnus, des malades mentaux ou de prisonniers condamnés à vie. Le nombre total des pupilles au Mali s'élève à 1231 enfants. En image également, l'ambassadeur du Mali au Brésil, Ibrahima Diallo, a présenté hier lundi 29 août 2022 ses lettres de créance au président de la République fédérative du Brésil, M. Jair Bolsonaro. Au cours de l'audience qui a suivi la cérémonie protocolaire solennelle, l'ambassadeur Diallo a transmis au président brésilien les salutations fraternelles et d'amitié du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et celle du peuple malien. Il a informé le président Bolsonaro de l'évolution de la situation politique et sécuritaire du Mali, marquée par la volonté des plus hautes autorités de la transition de rétablir la paix et la sécurité, ainsi que le retour de l'État sur toute l'étendue du territoire national. L'ambassadeur a réitéré au chef de l'État brésilien sa volonté de poursuivre la coopération bilatérale déjà en cours, mais aussi d'explorer d'autres axes de coopération dans les domaines politiques, de l'enseignement supérieur, de la sécurité, la lutte contre le narcotrafic et le sport, entre autres. Élu en juillet dernier, le nouveau président du Conseil malien des chargeurs a pris officiellement fonction hier lundi. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités du monde des affaires en présence des membres de l'administration provisoire du Conseil et des représentants de l'État. Mamadou Fani. Un nouveau départ pour le Conseil malien des chargeurs. Après 6 mois de période transitoire, un nouveau bureau des chargeurs a été mis en place le 30 juillet dernier. Ce nouveau bureau, dirigé par Bakissima Sidla, est désormais opérationnel après une sobre cérémonie organisée par les chargeurs du Mali. L'ensemble des opérateurs économiques du Mali remercie Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madena Sissoko, pour la parfaite réussite du renouvellement des instances du CMC qui s'est tenu dans un climat apaisé, empreint de cordialité, de fraternité et de responsabilité. Le nouveau président, dans son intervention, s'est dit conscient des responsabilités confiées. Il a souhaité une union sacrée de tous les acteurs économiques du Mali. Nous sommes tous les mêmes. Mon adversaire a été fair play. Je pense que le boulot n'est pas facile. 90 à 99% de l'économie malienne est entre les mains des Maliens. Je demande aux autorités de nous soutenir. C'est un bureau consensus. C'est un plus pour le secteur privé malien. On est complémentaires pour faire la promotion des secteurs privés maliens. Si vraiment nous conjuguons nos efforts, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas faire en sorte qu'aujourd'hui qu'on puisse transporter, exporter ou importer dans les meilleures conditions, à moindre coût, pour que les panels de managers de Mali puissent sentir ça. Pour la réussite de sa mission, le nouveau président a sollicité l'accompagnement des autorités.
À présent, la situation du point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 28 cas positifs sur 761 tests réalisés, 4 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 45 patients sont sous traitement. Mariam Traoré, qui vient d'accoucher, fait partie des 8 femmes enceintes du service national des jeunes qui viennent de regagner leurs foyers respectifs. Elle a reçu la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il veut témoigner à travers cette visite la gratitude des autorités de la transition. Pour plus de détails, écoutons le ministre Mosa Ag Atayer. Il est au micro de Boubacar Kanounté. À l'endroit de toutes les femmes qui sont parties faire cette formation, celles qui sont en état de grossesse, qu'elles sachent que nous tenons compte d'elles, nous tenons compte de leur état. Cette formation, c'est pour le bien de tout le monde, pour se mettre au service du pays. Personne ne sera traité qu'en fonction de son état physique. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que les femmes, particulièrement les femmes enceintes, qu'elles bénéficient d'une formation appropriée à leur état, c'est-à-dire la forme civile de la formation. À l'endroit de ceux qui ne sont pas encore venus, nous avons évacué déjà 8 autres femmes qui vont aussi bénéficier de la même attention. C'est un exemple qu'elles donnent. Donc quand des femmes enceintes font la formation, qu'elles viennent accoucher, qu'elles se préparent à retourner, Mme Traoré a dit qu'elle se prépare dès que le temps sera venu pour son retour, elle va retourner finaliser sa formation. Donc, à l'endroit des hommes, qu'ils sachent que le message est donné par les femmes. Donc, j'invite toutes les recrues à se donner à fond à cette formation. Cette formation, c'est pour leur bien, c'est pour leur inculquer les idéaux de la République, c'est pour les inculquer les civismes nécessaires, les formations de déontologie nécessaires, pour qu'elles soient toutes et tous des serviteurs de l'État modèle. Et j'apporte un démenti formel et catégorique aux informations infondées qui ont circulé. Ces recrues, nous tenons à elles, nous tenons à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes parce que nous voulons qu'ils reviennent en bonne santé, qu'ils servent le pays. Oui, les conditions ne seront pas les mêmes. Madame Traoré, ce soir, elle est dans son salon. On ne peut pas lui donner un salon là-bas et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller prendre la température de la vie militaire, de vivre la réalité des militaires, d'apprendre à manier les armes et pour être à la fin quoi. Pas seulement, ils seront plus des fonctionnaires classiques. Ils seront des fonctionnaires qui auront appris aussi le métier des armes et qui seront des réservistes. Ces messages, c'est important que l'opinion nationale les sache. Du sport également dans ce journal. Après 3 semaines de repos, le championnat national de basketball reprend ses droits. En dames, l'AS Police a battu KSC 85-59 et en monsieur l'AS Real s'est incliné devant l'Atar Club de Kidal 66-76. Assa Soumari. Pour cette première journée en dames, l'AS Police en jaune est face à Calaban Sport Club KSC. Très engagé, l'AS Police a fait preuve de combativité en surclassant son adversaire du premier au dernier quart-temps. 19-14 à la première période et 41-28 à la pause. Après les vestiaires, les dames de Calaban Sport reviennent, mais pas pour longtemps. Les policières maintiennent le cap et bouclent l'avant-dernier acte 64-45. Le 4e quart-temps sera une formalité pour les protégés de Montoukané qui gagnent de 26 points, 85-59. Le dernier match de la soirée a mis aux prises chez les hommes Atar Club de Kidal en jaune et l'AS Real. Un face-à-face qui n'a pas du tout souri aux Scorpions. Les Kidalois semblent avoir poussé des ailes devant les réalistes qui peinent à retrouver leur marque. 22-18 au premier quart et 44-27 à la mi-temps. De retour sur le plancher, les joueurs de Kidal connaissent la réussite dans tous les compartiments et au terme d'un match parfait,
il l'emporte 76-66. La compétition se poursuit au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La troisième journée a démarré cet après-midi dans le groupe A avec la rencontre entre Ségou et Kaï qui a tourné à l'avantage de l'équipe de Ségou. Le résumé du match avec Abdul Karim Kaba. Ce duel des mal classés de la poule A entre Ségou 5e avec 1 point moins 1 et Kaï 6e a été une véritable opposition. D'un côté comme l'autre, ça combine bien et les tentatives ne manquent pas. Finalement, l'équipe de Ségou réussira à inscrire 2 buts en deuxième période. Ces buts sont du nouvel entrant Serou Diabati. L'équipe de la cité des Balanzans s'impose donc à l'issue de cette troisième journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. J'ai vu mon équipe méconnaissable. Ni la défense, ni le milieu, ni l'attaque. Vraiment, ça n'a pas marché aujourd'hui. On avait à cœur de gagner ce match-là. Quand le match a commencé, on a dominé. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Donc à la mi-temps, on a parlé aux enfants, les remobiliser, les requinquer pour qu'on puisse marquer au moins un but. Il nous fallait une victoire. Dans l'ensemble, tout se passe bien après 2 semaines de compétition. Nous sommes satisfaits de l'état d'esprit des jeunes. Ils ont tous joué avec fair play, avec joie. Ils ont tous joué avec l'esprit qui est à l'origine de cette Super Coupe, qui est la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. C'est la cohésion, l'entraide, l'entente. Les 12 formations de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta sont une famille, conformément à l'esprit du tournoi. Nous demandons à toutes les délégations de rester dans la mouvance de cette compétition, de faire ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est-à-dire depuis leur arrivée. On a constaté depuis le lieu d'hébergement que chaque soir il y a des animations, chaque soir il y a une région qui montre sa culture aux autres et chaque soir il y a des causeries débats et chaque 2 jours il y a des cérémonies de montée des couleurs à Kabbalah. Donc toutes choses qui nous réjouissent et qui nous font croire que vraiment les jeunes ont compris ce que notre président, son excellent colonel Assimi Goïta, souhaite pour notre nation, c'est que tout le monde soit uni, qu'il y ait un brassage culturel, ethnique, et c'est ce qui est à Kabbalah présentement. Signalons que cette troisième journée des matchs de poule de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta se poursuivra jusqu'au dimanche. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.